OK, comment conclure? Alors, même si je pense que les paroles de Thomas d'Hermine, c'était déjà de remarquables conclusions, eh bien, pour ceux qui ont eu le courage, pour reprendre les mots de Géraldine, de bien écouter toutes les interventions d'aujourd'hui. Et je suis bien conscient que cela fait déjà deux hypothèses, bien et toutes. On a parlé de l'Empire romain, de l'Empire byzantin, on a même cité Cicéron, pour les très attentifs. Il ne manquait plus qu'une allusion à l'Arménie et la journée aurait été parfaite pour moi. Après tout, chacun recherche ses satisfactions, comme nous l'ont expliqué ce matin Sébastien et Virginie. Avec Sébastien, nous avons appris que ce qui nous a conduit là où nous en sommes aujourd'hui est inscrit au plus profond de notre cerveau, le striatum, qui nous pousse à vouloir toujours plus. Mais nous avons appris aussi que ce qui peut nous permettre de résister à cela est aussi inscrit au plus profond de notre cerveau, dans le cortex singulaire antérieur, qui nous pousse à nous poser la question du sens qui doit être pour Sébastien le sens des choses, le sens des autres et le sens de soi. Et pour cela, dit-il, il faut avoir une vision du monde partagée, avoir des codes, des rituels et une morale partagée, et faire des choix de vie cohérents et stables. La relance, c'est justement l'occasion de se doter d'une vision partagée, mais en l'inscrivant dans un temps long. C'est ce que nous a expliqué ce matin Virginie. D'ailleurs, cet après-midi, Emery Jacquia a aussi attiré notre attention sur la dimension du temps, et en particulier sur la nécessité de prendre en compte le temps long. Le temps long est nécessaire parce que la relance n'est pas à penser seulement ou prioritairement en lien avec le Covid, qui au total, et d'ailleurs Virginie nous l'a rappelé ce matin, au total n'est en fait qu'une petite crise. Une petite crise, mais qui est quand même l'élément d'une crise beaucoup plus large, celle justement du toujours plus, qui engendre et entretient la crise climatique. J'emploie climatique ici au sens large pour la crise qui est devant nous. Et ça rejoignait des éléments de l'intervention de Sébastien. Alors le temps long, ça permet de revisiter le passé et de faire des références à la chute de l'Empire romain, à la peste justinienne, magnifique. Je rappelle quand même que l'Empire byzantin a survécu plus de 1000 ans à la chute de Rome et plus de 800 ans à la peste justinienne. Donc la résilience, ce n'est pas nouveau. Mais peut-être justement parce qu'il y avait à ce moment-là une vision du monde partagée, des rituels, des codes et une morale partagée qui faisaient société. Le temps long, c'est aussi surmonter le conflit des calendriers, c'est-à-dire être capable de répondre à la crise du Covid par des mesures qui ont un effet court terme et un impact long terme. Ça me fait toujours penser à cette expression que vous connaissez tous, act locally, think globally. Et d'ailleurs, cette expression était vraiment présente dans les 4 lunettes de la théorie du donut présentée par Géraldine tout à l'heure. Mais si j'applique cette expression à la dimension temporelle, il s'agit d'agir maintenant pour changer demain, d'avoir des actions avec des effets immédiats, mais capables aussi d'avoir un effet d'entraînement à long terme. C'est précisément la logique du plan de relance et de résilience européen et belge. En tout cas, c'est sa logique annoncée, comme nous l'a très bien rappelé Thomas d'Hermine. Plus encore que le temps court, la prise en compte du temps long requiert un récit collectif. On en a beaucoup parlé ce matin. On a parlé de récits, de nouveaux récits à inventer. Rob Hopkins a parlé d'imaginer le futur de manière créative, sans succomber à un sentiment de l'inévitabilité. Oser le what if, puis le what next. Imaginer le futur en ménageant des espaces, en investissant des lieux, en mettant en place des comportements et des pratiques, souvent d'ailleurs à travers des initiatives locales, et en nouant des partenariats qui consistent à faire collaborer différents acteurs et différents niveaux. Et on revient à la notion de complexité abordée par Virginie ce matin. Agir maintenant tout en ayant en vue un impact long terme.
je suis sûr que j'enfonce des portes ouvertes. Je suis sûr que nous sommes tous convaincus de faire cela en permanence. Et pourtant, rien ne change. Ou en tout cas ne change pas assez vite. Et devant l'ampleur de la crise qui est devant nous, ne pas changer assez vite revient à peu près à la même chose que ne pas changer du tout. Alors, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'il faut changer, moi-même déjà. Au mieux, elles disent ce qu'il faut faire. Il y a beaucoup de personnes qui proposent des modèles, des schémas, des cadres, des grilles de lecture. Et croyez-moi, en 12 ans de transmutation, nous en avons vu passer des modèles, des cadres, des schémas et des grilles de lecture. Et tout cela est nécessaire et utile. Cette année encore, nous avons eu droit au cadran solaire de Rob Hopkins et au donut de Kate Raworth présenté par Géraldine. Géraldine qui compare ce donut ou cette méthode à une boussole. Cadran solaire, boussole. Franchement, à l'époque de l'horloge atomique et du GPS, on n'a pas vraiment l'impression de faire un saut dans le futur. À moins que ce soit précisément cela, notre futur. Mais la question au final, c'est qui fait, qui agit, qui change et qui fait changer. Il y a des initiatives, il y a des expériences vertueuses. Par exemple, celle présentée par Emery cet après-midi, où l'on voit qu'une réflexion sur la raison d'être d'une entreprise peut avoir un impact environnemental, dans le cas de la Camif, par exemple, en réorientant une partie de la consommation. Thomas Dermine a fait référence à plusieurs projets qui ont un lien avec cette salle dans le cadre du plan de relance. Il faut s'ouvrir à son intelligence spirituelle, comme l'a rappelé Romain Cristofini, et il a raison de rappeler qu'affronter des épreuves avec courage peut générer de la joie. Mais, comme l'ont rappelé aussi Pierre Portevin et Christelle dans leurs introductions, les solutions, aussi indispensables et courageuses soient-elles, ne sont pas encore à la hauteur de l'incendie. Alors, au terme de cette journée, je souffre d'un conflit entre mon striatum et mon cortex singulaire antérieur. Le premier m'a envoyé une bonne dose de dopamine grâce à toutes les informations que j'ai reçues et qui satisfont un de mes 5 instincts primaires, la recherche d'informations. Mais le second m'envoie un message de stress parce que je veux de l'action et là, je suis encore un peu en attente. Attente. Faut-il attendre de traverser un événement tragique pour apprendre et changer? Et je fais référence ici au témoignage de Karen. Témoignage tout à fait extraordinaire. Une des très rares standing ovations de l'histoire de transmutation, dans mon souvenir seulement la 2e. Vraiment bravo et merci. Parler du changement, le théoriser, c'est une chose. Le vivre, c'est autre chose. Comment ne pas voir en l'écoutant le caractère dérisoire de tant de choses auxquelles nous sommes attachés, ce fameux toujours plus. Quelle leçon, quelle remise en question de ce qui paraît important sans l'être réellement. Quelle capacité à retrouver du sens, quelle capacité à se relancer en acceptant de renoncer à certaines choses, voire à beaucoup de choses, et même à ce qui nous paraissait important, mais en mettant en avant ce que l'on va gagner à travers ce renoncement. Et qu'allons-nous gagner? Vivre, tout simplement. Dans son introduction de Karen, Christelle a cité Karen en disant « La vie est un cadeau, vivre est un art, il est urgent de vivre. » Urgence. Il est urgent de vivre vraiment. Rappelez-vous la question de Romain Cristofini tout à l'heure. Sommes-nous vraiment vivants ou en train de passer au large de notre vie? Il est urgent de vivre vraiment en renouant avec notre véritable nature, Romain encore, en vivant avec sens, Romain encore, en fin de journée. Tourner vers le futur, mais un futur articulé autour du sens des choses, des autres et de soi, pour reprendre les termes de Sébastien Boller en début de journée, ce qui me permet de
boucler la boucle. Mais pour boucler la boucle complètement, et pour la boucler donc, je dois remonter à la première intervention de cette journée, celle de Stanislas. Stanislas, c'est celui qui anime la journée de transmutation, qui tient le timing de la journée de transmutation, qui pose la plupart des questions lors des questions-réponses de transmutation. Il anime l'équipe de transmutation, et je dois dire qu'il fait plus que tous les autres réunis. En fait, Stanis, c'est celui qui rend tout possible. Et pour reprendre des thèmes d'aujourd'hui, il est le cerveau de transmutation, il donne le sens de transmutation, et il le relance chaque année. Alors merci à Stani, merci à toutes et à tous.